l'a dit, donc la thématique, c'est demain tous entrepreneurs à impact. Allez-y, installez-vous. L'objectif, c'est qu'ils livrent leur expérience, leurs connaissances, qu'on creuse ensemble le sujet dans un contexte que tout le monde connaît de dérèglement climatique, d'inflation, de difficultés environnementales comme sociales. Alors, autour de moi, d'abord en visioconférence, Valérie Ballereau, qui est enseignante-chercheuse à la Burgundy School of Business et spécialiste de l'entrepreneuriat durable et responsable. Guillaume Rioux, donc, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine chargé de la transition énergétique et écologique. Laure Babin, vous êtes fondatrice et dirigeante de Zeta. Vous faites fabriquer des chaussures en matière revalorisée, comme le marc de raisin ou de café. Et enfin, Clémentine Kudzac, vous êtes issue vous-même du programme Pépite. Vous êtes lauréate en juin dernier, du coup, il me semble, et vous portez un projet de ressourcerie dédié aux matériaux de construction sur La Rochelle ou à côté. Exact. Parfait. Bonjour à tous. On entend depuis plusieurs années, et de plus en plus aujourd'hui, des termes comme entreprise à impact, économie sociale et solidaire, entreprise à mission. Il est parfois difficile de différencier un peu tous ces termes. Vous qui êtes enseignante-chercheuse, est-ce que vous pouvez d'abord nous résumer pour vous ce qu'est une entreprise à impact ? Donc c'est un nouveau concept, un nouveau mot qui est apparu plus récemment dans la littérature, surtout économique et puis entrepreneuriale. Alors ça évoque pour nous chercheurs deux concepts bien connus. Alors, le plus ancien, eh bien, c'est le rapport Brundtland en 1987 qui définissait ce qu'est le développement durable. Donc ça, je ne vais rien apprendre à personne, mais donc vous le savez, le développement durable, c'est la prise en compte des trois dimensions, économique, sociale et environnementale. Donc l'entrepreneuriat à impact évoque ceci. Et puis la deuxième chose, beaucoup plus récente, qui est ce qu'on appelle la société à mission. C'est-à-dire, c'est un statut qui a été officialisé en 2019 par la loi Pacte. Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission ? Eh bien, c'est une entreprise qui inscrit dans sa raison d'être des objectifs, en plus des objectifs économiques classiques, des objectifs sociaux et environnementaux. Et l'atteinte de ces objectifs doit être validée par des organismes extérieurs. Donc, pour répondre à la question, il me semble que l'entrepreneuriat à impact pourrait être aussi ce qu'on pourrait appeler un entrepreneuriat à mission. Je vais me tourner vers nos deux entrepreneuses ce matin. Donc Laure Babin, on l'a dit, vous êtes tournée vers la fabrication de chaussures auprès de fournisseurs éthiques au Portugal. Clémentine Kudzac, vous portez donc le projet de ressourcerie spécialisée dans le BTP. Ce sont deux formes d'entreprises différentes. Est-ce que chacune, vous pouvez rapidement présenter votre activité et vos engagements ? Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Laure, j'ai été étudiante entrepreneur en 2020, donc à l'IE de Bordeaux. Et j'ai lancé Zeta en 2020, en fait, la même année. Zeta, c'est une marque de baskets recyclées, recyclables, vegan. Et en fait, on agit sur 3 volets. L'impact environnemental en premier, c'est-à-dire qu'on utilise uniquement des matières qui sont revalorisées, des déchets. On essaie d'abord l'impact le plus faible possible sur l'environnement. Donc ça passe aussi par la gestion de la logistique, la gestion des ressources. Mais on essaie aussi d'avoir un impact social, c'est-à-dire d'avoir un impact positif sur les hommes en veillant à avoir des conditions de travail qui soient les plus saines possibles pour nos artisans au Portugal. Et enfin, je dirais presque un impact sociétal, puisqu'on a aussi on a aussi pour but d'éduquer les consommateurs et de leur expliquer pourquoi est-ce qu'il faut acheter responsable, quelles sont les conséquences de la fast fashion et de la mode aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'il faut se tourner vers des achats plus responsables. Merci. Donc moi, c'est Clémentine Kudzac. Donc avec mon frère Edgar, qui n'est pas là, on a pour projet donc, de monter une ressourcerie de matériaux de construction en Charente-Maritime. Donc nous, on vient d'être diplômés étudiants entrepreneurs en juin 2022. Donc on est la dernière promo à La Rochelle. Donc en fait, nous, on est parti du constat que le secteur du BTP était le premier producteur de déchets en France. Et notamment en Charente-Maritime, on a un secteur de la construction et de la rénovation assez dynamique
et qu'il y a beaucoup de gens qui font de la rénovation ou quoi que ce soit et qui ont du mal à trouver accessibles des matériaux à des prix abordables et de qualité. Donc nous, notre but à travers cette ressourcerie de matériaux de construction, c'est donc de diminuer les déchets du BTP, de sensibiliser les professionnels justement à la gestion des déchets, au tri, etc. Et enfin, donner donc accès à des matériaux de construction à des prix abordables. Donc c'est aussi relocaliser donc, une économie et créer donc des emplois non délocalisables. Et donc, in fine, c'est permettre en fait aux citoyens de participer à la neutralité carbone du territoire de Charente-Maritime. Et Guillaume Rioux, à la région, du point de vue de la région, est-ce que vous sentez de plus en plus une appétence par les entrepreneurs pour ces thématiques environnementales ou sociales? Est-ce que vous sentez que c'est un phénomène qui monte? Oui, c'est une évidence. Mais plus qu'un désir, c'est une nécessité pour eux. C'est une nécessité en termes de business plan, évidemment, en termes marketing, en termes satisfaction clientèle. Et puis je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette table ronde. C'est aussi le terreau de la capacité à recruter des collaborateurs, à renouveler les équipes, avec parfois des apports de pensées nouvelles avec les jeunes qui arrivent, et puis à fidéliser dans un temps second. Et on sait à quel point il est difficile en cette période de fidéliser. Et puis, au milieu de tout ça, il y a la question de la valeur travail, de la relativité du temps passé et consacré au labeur, parfois au tripalium. Ça suppose finalement beaucoup de questions presque métaphysiques qui viennent s'enclencher. Mais peut-être revenir sur ces notions d'entreprise, alors de manière non académique, mais ce n'est pas mon métier, c'est celui de madame, sur les questions d'entreprise à mission. Moi, je pense que c'est aussi un peu le symbole de ce qui s'est passé avec l'avènement du libéralisme depuis les années 80, où parfois l'entreprise, et nous sommes peut-être au point le plus exacerbé en ce moment avec les grandes majors internationales qui règnent sur une partie de l'économie et qui sont venues parfois se substituer à l'organisation publique, à la loi. On peut le retrouver dans l'organisation du travail, avec un certain nombre de possibilités de rupture conventionnelle qui organisent le droit du travail, parfois en lieu et place du législateur. Donc, je pense qu'il est vraiment nécessaire de redéfinir quelles sont les missions de l'entreprise. La première mission qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est quand même la genèse du profit. C'est le premier sujet de l'entreprise, de dégager des marges et du profit. Mais évidemment, ça c'est peut-être déjà le monde d'hier, les clients, la société, notre civilisation attend autre chose. Je vous le disais à travers le cadre légal et réglementaire autour du temps consacré au travail, mais c'est aussi à travers les valeurs d'échange au sein de l'entreprise qui peut être le vecteur, je pense, qu'il est déjà, on le remarque dans beaucoup d'entreprises, de collaboration entre les hommes, les femmes, entre le tissu humain et la relation nouvelle à élaborer entre l'humanité et les écosystèmes. Et là, on est peut-être sur le troisième pilier du rapport Brundtland, enfin, au sens du développement durable, au sens onusien du terme. Voilà, donc il y a une mission de l'entreprise, mais une mission qui doit s'inscrire, à mon sens, dans un cadre édicté par la puissance publique, les États, et en aucun cas qui ne doit se substituer à la loi qui organise notre société. Je pense que c'est fondamental.
Et nous devons, nous, acteurs publics, la politique doit donner les outils à l'entreprise pour réaliser les missions qui sont les siennes. Oui, vous avez parlé du profit, de l'humain. Alors Valérie Ballereau, c'est une question que je comptais aborder plus tard, mais on va la poser maintenant. En amont de cette table ronde, vous m'avez parlé des 3 P, Profit, People, Planet, et vous êtes revenu un petit peu sur la notion de durabilité, de la pérennité des entreprises. En quoi ce triptyque vous paraît-il fondamental aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Alors, oui, bien sûr, donc je vais réagir aux propos de M. Rioux juste maintenant, en apportant peut-être un éclairage justement sur cette dynamique des 3 piliers. Effectivement, l'objectif d'une entreprise est avant tout, alors moi je vais utiliser le mot économique, c'est-à-dire au moins la survie économique de l'entreprise. Et pour travailler dans l'entrepreneuriat depuis longtemps, c'est déjà le premier objectif des créateurs d'entreprises, c'est de survivre. Ensuite, il y a évidemment, si ils le peuvent, générer des profits pour éventuellement réinvestir dans l'entreprise, employer ou servir leurs actionnaires. Lorsqu'on prend la vision des 3 objectifs du développement durable, si on revient à ça, et si on repositionne sa réflexion en tant qu'entrepreneur sur comment faire pour créer une entreprise qui puisse prendre en compte ces 3 objectifs avec le même poids. Donc c'est l'objet d'ailleurs de la loi de 2019. Là, c'est vraiment les entreprises à mission, elles ont pour objectif stratégique d'atteindre de relever des indicateurs, d'atteindre des objectifs dans les 3 dimensions. Alors, qu'est-ce qu'on a montré en recherche ? Eh bien, on a montré que ça a un impact direct sur la manière dont on envisage son entreprise, dont on pense son projet et sa stratégie. Et ce n'est plus la satisfaction d'un client et la génération d'un chiffre d'affaires à tout prix qui prime, mais c'est la notion de préservation des ressources au sens large. Bien sûr, dans les ressources, il y a les ressources économiques et financières, mais pas que. Il y a les ressources sociales et il y a les ressources environnementales. Si on prend la notion de territoire, par exemple, c'est-à-dire je vais créer une entreprise non seulement pour créer des emplois locaux, mais aussi pour avoir un impact sur mon territoire, celui qui m'environne, donc toute la proximité autour de moi, et sur la préservation des ressources environnementales. Voilà, donc l'impact de la réflexion stratégique mettant en avant les 3 piliers au même niveau a pour conséquence de repenser la manière dont on envisage son modèle d'affaires. Donc je sais que dans la salle, il y a des étudiants. Et donc voilà, si vous décidez de faire une entreprise qui a pour vocation d'être, alors on va dire, à impact ou à mission, vous devez revoir la manière d'envisager votre modèle d'affaires qui n'est plus basé simplement sur la satisfaction du besoin d'un client ou la pénétration d'un marché, quel qu'il soit. Laure Babin, Clémentine Cudzac, pourquoi est-ce que vous nous avez expliqué vos engagements respectifs, mais pourquoi est-ce qu'au départ vous avez souhaité vous tourner vers des valeurs environnementales, sociales fortes pour vos entreprises ? Pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est une prise de conscience. Pour ma part, j'ai fait tout mes stages dans l'industrie de la mode, de la chaussure à l'étranger, et je me suis peu à peu rendu compte qu'il y avait de vrais enjeux sociaux et environnementaux sur ces sujets-là. On est en pleine urgence climatique. Je pense qu'on n'a plus le choix. C'est au-delà d'apporter une dimension sociale, environnementale à une entreprise, c'est une nécessité. Maintenant, quand on crée une entreprise, il faut agir sur tous ces sujets-là. Et il faut se poser les bonnes questions à chaque étape de création de la marque et ne plus seulement penser au profit. C'est-à-dire que si on choisit un logisticien, on va se poser la question de l'impact carbone derrière. Si on choisit des matières premières, on va essayer de les choisir en fonction de la distance avec l'entreprise, en fonction de l'impact aussi. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour créer une entreprise qui soit à la fois pérenne, mais qui ait un impact positif. Pour ma part, moi, je pense que
c'est avec beaucoup cette pandémie, ce confinement et tout ça. Moi, j'étais dans un job avant, parce que je suis un peu plus vieille, et il n'y avait pas vraiment de sens dans ce que je faisais. Le suivi financier, ces choses-là, je ne comprenais pas bien. Il n'y avait pas de sens, il y avait vraiment un manque de sens. Et avec mon frère, en fait, avec cette pandémie, on a pris le temps de s'intéresser à ce qui se passait un peu dans le monde. Et notamment, en fait, nous, on a été très marqués par les déchets. Et en fait, on est parti de ce postulat en disant on n'a qu'une vie et on aimerait pouvoir laisser une empreinte plutôt positive au final et pas aider des entreprises du CAC 40 à faire encore plus d'argent. Donc, on est parti de ce postulat et en fait, on a fait des recherches. On a été accompagnés dès le début en fait par des associations pour justement qui motivaient l'entrepreneuriat des jeunes. Et petit à petit, on s'est intéressé au BTP et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire et que rien n'était fait et que donc il fallait commencer à engager quelque chose. Et c'est des valeurs qui nous portent et qui nous motivent tous les jours. C'est parce qu'il y a ces valeurs qu'on souhaite porter qu'on fait ce qu'on fait. Voilà. Très bien. Alors, vous avez parlé du sens. C'est une notion très importante qui est d'actualité. On en reparlera un peu plus tard. Tout d'abord, est-ce que certains ont des questions dès à présent, avant qu'on continue ? Merci beaucoup. J'avais une petite question pour madame qui a créé l'entreprise de chaussures au Portugal. Alors, petite question, pas poil à gratter, hein, tout à fait bienveillante. Pourquoi pas en France ? Au début, les recherches se portaient sur Cholet, parce que je suis originaire d'Angers, donc je suis pas très loin, et je sais qu'on fait de la chaussure là-bas. Mais en fait, très vite, en faisant mes recherches de matières premières, je me suis rendu compte que toutes les matières recyclées se concentraient au Portugal. En France, on a très peu de matières finies recyclées. Et en fait, c'est apparu évident de concentrer les opérations au même endroit avec à la fois les fournisseurs qui gravitent autour de l'entreprise de fabrication. On est très très proche, par exemple, l'entreprise de semelles, elle est située à 10 km de l'entreprise qui fabrique les chaussures. Et puis second point, c'est forcément le coût. Pour rendre la mode responsable accessible, il faut avoir un prix de vente qui soit dans la même eau qu'une paire de chaussures classique. Avec une fabrication française et des matières recyclées, on s'envolait à plus de 200 €. Donc c'était pas vraiment le but. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers le Portugal. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ? Non. Bon. Alors on continue. Donc Guillaume Rioux, en amont de ce live, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, pas ce live, vous m'avez expliqué qu'on pourrait presque reformuler la question, la poser en sens inverse. Est-ce qu'une entreprise, subira-t-elle moins d'impacts environnementaux sociétaux si elle-même est à impact, entre guillemets ? Alors est-ce que pour vous, toutes ces formes d'entrepreneuriat plus vertueux qui émergent aujourd'hui rendent-elles les entreprises plus résilientes dans la situation actuelle ? Oui, là encore, c'est une évidence qui n'est pas qu'une évidence conceptuelle. C'est la question, et madame, vous le disiez à travers votre expérience d'entrepreneuse, c'est la question de la ressource, la question du sourcing, souvent de la matière première. Et nous savons aujourd'hui, après cette désindustrialisation du pays, ce qui n'est pas ISO dans d'autres pays européens, hein, il y a des choix très forts qui ont été consacrés par les gouvernements successifs, et là sans caractériser une question politique, des choix sans doute idéologiques qui ont été faits pour se tourner vers le tertiaire, vers les services, hein, vous vous souvenez, l'économie du service qui a prôné si longtemps, et puis jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y a des ruptures de chaîne de valeur, des ruptures d'approvisionnement sur des éléments et des ressources essentielles à nos existences. Évidemment, ça a été accru par la question du Covid, mais on le retrouve aujourd'hui à travers les crises énergétiques où l'autonomie énergétique, la souveraineté non seulement nationale mais européenne pose des questions sur l'énergie, mais sur un tas de matières en fait. Souvenons-nous, retournons quelques siècles en arrière avec ce qui était le colbertisme, où l'État avait fait le choix de développer des politiques industrielles et finalement de devenir exportateur, ce qui pose aussi des questions
presque de règne économique sur la planète pour un pays comme le nôtre. Donc cette situation, on a le sentiment qu'il y a un retour en arrière qui est souhaité, qui est souhaitable. C'est la question de la reterritorialisation de nos économies, c'est la question de la réindustrialisation dont vous parliez, monsieur. Et évidemment, nous, à la région, c'est un souhait qui est majeur. Et c'est pour ça que nous soutenons non seulement les PME, mais également tout le tissu un peu plus supra autour des entreprises de taille intermédiaire, de plus de 500 collaborateurs. Donc c'est absolument essentiel. Il n'y a pas de vie d'organisation d'un pays sans avoir les ressources minimum. Alors heureusement, il en reste quand même quelques-unes en matière agricole, en matière de production d'eau, qui est une matière première essentielle et qui ne s'arrête pas d'ailleurs à la question de l'eau potable, mais qui est une matière fondatrice de certains process technologiques. Je pense aux questions par exemple de l'aéronautique. Il faut des eaux absolument cristallines pour pouvoir travailler les micro-composants de tableau de bord. Voilà, donc ça va jusque-là. Donc il y a des ressources à protéger et il y a sans doute à imaginer cette réindustrialisation du pays, sans doute par les nouvelles technologies, bien sûr, mais aussi tout le cortège des solutions fondées sur la nature. Et tout à l'heure, je vous parlais des coopérations entre l'homme et la nature. Donc la nature, avec, je pense par exemple au biomimétisme, propose un tas de solutions. Et puis madame, évidemment, il y a aussi les questions d'économie circulaire, où là, il y a de la matière première, physique, des atomes, des molécules qui partent, qui sont recyclées, mal recyclées. J'étais, en début de semaine, tout près d'ici, à Saint-Loubès, pour l'inauguration d'une chaîne de déconstruction de panneaux photovoltaïques, où on s'aperçoit que lorsqu'on y met les moyens, l'investissement financier, les moyens humains consacrés, avec de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire, eh bien on peut réinventer, recréer non seulement des chaînes de valeur, mais de la matière première transformée en matière secondaire. Alors le verre, quand il est trop altéré par la grêle, par exemple, par les événements climatiques, on peut néanmoins s'en servir comme succédané du sable ou des graviers pour des bétons, donc pour de la construction nouvelle. Voilà une forme, et je vous parlerai peut-être tout à l'heure de néoterrasse, qu'on imagine en termes d'adéquation, de compatibilité entre la préservation et néanmoins l'usage des ressources de la planète, de notre matrice Terre en Nouvelle-Aquitaine. On parle souvent de biodiversité, d'eau, mais il y a aussi toute la ressource minière, la ressource parfois métallique, que nous pouvons recycler avec des taux de réincorporation de l'ordre de 95%. Et puis quand le verre est moins altéré, ben, il peut être retravaillé pour resservir à nouveau pour ces panneaux ou pour des usages plus nobles que le substrat sur nos routes. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à investiguer en la matière et je suis convaincu que l'intelligence humaine pourra, et pour répondre à votre question, par ce rebond des cycles d'utilisation de la matière première, être le ferment de projets d'entreprise nouveaux. Valérie Ballereau, vous, c'est directement votre cœur de métier. Est-ce que vous voulez réagir, rebondir sur ce que Guillaume Rioux vient de dire ? Oui, avec plaisir. Absolument. Monsieur Rioux met en avant là, d'ailleurs, les témoignages des entrepreneurs préalablement aussi, surtout Laure avec sa problématique du Portugal, le défi qui s'offre à nous aujourd'hui de la reterritorialisation de nos entreprises, de la manière dont les entrepreneurs peuvent poser leurs pensées et leurs projets entrepreneuriaux. Effectivement, la mondialisation a explosé les chaînes de valeur des entreprises. Donc maintenant, à côté de nous, il faut recréer, il faut reterritorialiser nos chaînes de valeur dans nos différentes régions. Et je pense que c'est vraiment le défi de l'avenir pour les entrepreneurs qui souhaitent vraiment mettre en premier la soutenabilité de leur projet ou l'entrepreneuriat à impact tel qu'il a été défini là. Laure Babin, est-ce que ça pourrait être un défi pour vous dans les années à venir ? Imaginons donc Zeta prend de l'ampleur, vous êtes pérenne financièrement. Un projet de réindustrialisation, de relocalisation en France, est-ce que vous y réfléchissez ? Oui, on aimerait beaucoup.
Pardon. Après, c'est vraiment une question de... On a établi toute la chaîne de production autour d'une usine de fabrication au Portugal. Tous les acteurs gravitent autour de cette usine-là. Tout est établi et ce serait très difficile de réimplanter ces chaînes de production en France. C'est pas impossible, ça prend du temps. Ça demande aussi des investissements et il faut que le consommateur soit prêt. Je pense que c'est pas forcément une question que... La question, c'est pas spécialement que l'entreprise soit prête, je pense que c'est plutôt le consommateur. Est-ce qu'il est prêt à payer plus cher pour un produit français ? Est-ce qu'il est préparé à ça ? Donc pour le moment, on se pose la question de délocaliser une petite partie de la production. On pense à faire du textile, par exemple. On s'est dit pourquoi pas le faire en France et sourcer les matières en France et avoir une production française jusqu'au bout. Donc on y pense, mais ça va prendre du temps. Est-ce que peut-être vous pensez à une coopération entre d'autres acteurs de votre secteur d'activité? Je sais que ça se fait notamment dans d'autres secteurs, peut-être pour réimplanter, pour mutualiser vos forces et pouvoir réimplanter vraiment la chaîne de valeur en France. Ouais, pourquoi pas. Après, je ne sais pas si spécialement ça se fait une coopération. Généralement, oui, on établit la chaîne de production pour une marque. Ça se fait si on rachète une entreprise et si on cherche à réindustrialiser. Et dans ces cas-là, on unit nos forces avec plusieurs marques. Dans le cas, on est encore petit, donc on verra pour la suite. Clémentine, comment est-ce que vous appréhendez un petit peu votre ressourcerie, votre modèle économique? J'imagine que il va falloir faire du volume, peut-être, pour arriver à un point d'équilibre, parce que c'est toujours... on parle de la résilience, mais il y a aussi des difficultés quand on veut être plus vertueux. Ouais. La sacro-sainte rentabilité est parfois plus difficile à atteindre. Ouais, le modèle économique, c'est notre plus gros challenge aujourd'hui. Donc là, par la suite, on a fini le D2E. Et maintenant, on va intégrer un incubateur ESS et on va se faire accompagner par un syndicat mixte sur Gers, il s'appelle Cyclade. Et donc là, en fait, on va lancer toute une phase test, justement, pour valider des hypothèses, notamment au niveau du sourcing, notamment parce qu'il y a des problèmes de volume, comme vous avez dit. Et donc, savoir qu'est-ce qui est le plus plébiscité, qu'est-ce qui fonctionne le moins. Là, en fait, nous, notre but, c'est pas de faire du recyclage, mais c'est vraiment du réemploi. On veut pas réinjecter de l'énergie pour transformer quelque chose. Et on veut essayer d'être le plus neutre possible, finalement. Et donc, en fait, c'est plus... on va plus jouer sur la sensibilisation, par exemple, dans la benne, éviter de jeter tout, en fait, du tout venant, mais plus être dans le tri, d'être dans la déconstruction au lieu de détruire. En fait, remettre en place des habitudes qu'on avait. En fait, c'est assez récent de construire qu'avec du neuf. Ça date que du milieu du siècle dernier. Avant, en fait, on a toujours récupéré, déconstruit pour reconstruire et remettre, en fait, ces pratiques un petit peu ancestrales et tout simplement utiliser les ressources locales et arrêter d'aller chercher ailleurs. Donc, en fait, on a toute une phase tête à mettre en place et à valider. Voilà, et donc on va être aussi accompagné sur ça. Et au fait, la ressourcerie s'appelle BTO, voilà, j'avais oublié de dire le nom. D'accord, et alors, du coup, l'ouverture, est-ce que vous avez déjà une date peut-être? Est-ce que c'est un processus long? Ouais, c'est un processus long, et en fait, la phase test, on va utiliser notre cible, ça va être les particuliers au départ pour la revente des matériaux, et tout simplement, les particuliers qui font de la rénovation, ils ont tendance à énormément utiliser les marketplaces numériques pour aller chercher. Et donc, en fait, on va tout simplement utiliser ces marketplaces numériques pour mettre en vente ces matériaux. Et après, on aimerait aussi viser les artisans, mais après, il y a un autre souci au niveau des professionnels pour le rachat de réemploi, c'est au niveau des garanties des matériaux. Et quand c'est du réemploi, elle n'est plus garantie. Voilà, donc il y a des problèmes assurantiels derrière. Oui. Laure, je vais vous redonner la parole pour rebondir sur la première question que j'ai posée à Guillaume Rioux, la question de la résilience. Vous, du coup, vos usines, vos artisans sont au Portugal et pas à l'autre bout de la planète. Est-ce qu'en cette période, en ces périodes de crise, qu'elles soient sanitaires, géopolitiques, vous avez l'impression que ça vous apporte, que c'est une vraie force pour vous, en fait, cette proximité ?
Oui, bien sûr. Typiquement, dernièrement, on a été affecté par la hausse des matières premières et la rupture de certaines matières premières pour nos composants. Donc forcément, ça bloque, s'il nous manque un composant, ça bloque la fabrication du produit. Le fait d'avoir le contrôle sur toute la chaîne de production et une chaîne de production européenne, ça nous a permis de nous rendre plus facilement sur place et de trouver de nouveaux fournisseurs pour combler ce manque-là. Donc oui, totalement. C'est une force d'avoir une fabrication européenne et le contrôle surtout sur celle-ci. Très bien. Alors avant qu'on continue, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous vous posez? N'hésitez pas. Très bien, tout est clair. Alors Guillaume Rioux, juste pour continuer dans la discussion, vous avez parlé donc de l'usine de recyclage de panneaux photovoltaïques, vous avez parlé des ETI, mais quand on est entrepreneur, quand on est un jeune diplômé, on n'a pas forcément les moyens. Vous l'avez dit, la région a la compétence économique depuis 2016, depuis la loi NOTRe. Quelles actions est-ce qu'on peut mettre en place? Quels leviers est-ce que les pouvoirs publics doivent mettre en place pour accompagner ces jeunes entrepreneurs pleins d'ambition, qui veulent changer les choses, mais qui n'ont pas nécessairement les financements? Alors, il y a plusieurs niveaux d'action où nous pouvons intervenir. En tout premier lieu, c'est, je pense, de renforcer les compétences. Et là, nous avons un certain nombre de programmes d'action qui permettent de le faire, la professionnalisation. La deuxième chose, c'est dans le cadre de l'émergence de l'entreprise, nous avons tout un tissu associatif, nous avons par ailleurs tout un tissu, je vous ai tout à l'heure, autour de l'intercommunalité, qui a aussi en charge l'animation du développement économique. C'est vrai lorsque nous finançons les chambres de commerce, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, c'est à travers ces vecteurs-là que nous pouvons intervenir pour parfaire la formation, la professionnalisation et la question de l'émergence entrepreneuriale. Moi, je pense qu'elle est fondatrice. Il y a, alors évidemment, les étudiants ici présents sont déjà sans doute les plus motivés, mais il y a beaucoup de freins psychologiques autour de tout ça. Il y a ceux qui le désirent et qui sont capables de renverser des montagnes, et puis il y a ceux qu'il faut accompagner un petit peu plus pour franchir ces obstacles d'ordre culturel et souvent psychologique, oser la sculpture de soi, oser entreprendre son existence. C'est pas donné à tout le monde. Souvent, il y a des composantes socio-professionnelles, socio-familiales, qui sont la matrice de ces possibilités. Et pour autant, le droit d'entreprendre, c'est un droit universel. Il faut le rappeler. Nul n'est tenu d'être au service d'autrui, et chacun a droit à la libre entreprise. Et puis, dans un temps second, après ces questions d'accompagnement à l'émergence, il y a toute l'animation réellement du projet. Et là, nous avons tout un tas de satellites qui peuvent aider les jeunes entrepreneurs à vraiment faire émerger le projet en termes d'études socio-économiques, études de faisabilité, etc. Et là, nous finançons au quotidien ce genre de projet. Après, il y a l'accompagnement direct sur l'investissement, l'accompagnement à l'investissement, avec des taux qui ne sont évidemment pas des taux à 100%, mais qui peuvent largement contribuer, et notamment à faire du complément autour de la capacité de l'autofinancement, qui souvent, évidemment, en début de carrière, en début d'existence, fait défaut. Il y a toutes les modalités d'accompagnement autour du financement par le fait de rendre de la crédibilité au projet et d'apporter des garanties. Donc là aussi, on a un tas de programmes d'action, d'apport de garanties auprès des banques, ce qui fait souvent défaut lorsque nous ne sommes pas issus d'une famille qui a les moyens pour aider le jeune à démarrer dans la vie. Voilà, donc il y a un tas de modalités par lesquelles nous pouvons intervenir, et puis même
dans un parcours second dans l'entreprise, au bout de quelques années, on peut aussi réévaluer, et nous avons des aides pour ce faire, pour aider l'entrepreneur à réévaluer sa conduite d'entreprise s'il le souhaite, et éventuellement à la réorienter. Donc vous voyez, il y a des choses très très concrètes que peut faire l'action publique et la région en particulier. Valérie Ballereau, je me tourne vers vous. Comment inciter les entrepreneurs aujourd'hui, au-delà de l'aspect financier, à se tourner vers des formes plus vertueuses, à les faire réfléchir et à se dire oui, je peux privilégier tel modèle qui va être mieux pour la planète, mieux socialement plutôt qu'un autre. Vous me disiez également en amont de ce live, vous me parliez de valeurs en fait, environnementales, sociales, presque éthiques. Est-ce que c'est le rôle aujourd'hui de l'enseignement supérieur d'apporter ces valeurs aux étudiants ? Alors, merci pour cette question. Et ça fait écho à ce que disaient tout à l'heure nos deux entrepreneurs quand vous leur avez posé la question de savoir ce qui les avait motivés à créer des entreprises à impact. Elles ont toutes les deux parlé de valeurs personnelles et de donner du sens. Donc, vous voyez bien que là, on touche à des domaines personnels et intimes autour des valeurs. Alors, je ne sais pas si... Enfin, je pose la question... très largement, mais et je ne vais pas apporter de réponse, mais je ne sais pas si c'est le rôle de l'enseignement supérieur d'enseigner des valeurs. En tout cas, ce sur quoi on a réfléchi en termes de recherche et ce qu'on a identifié, c'est l'importance de la notion de responsabilité. C'est-à-dire que je crois que la mission de nous, les enseignants, lorsqu'on est face à des étudiants qui souhaitent entreprendre ou qui, comme le disait M. Rioux, qui se posent des questions, qui ont peut-être envie mais qui ne savent pas, c'est tout d'abord de les faire réfléchir à la notion de responsabilité et de choix en conscience. Alors, je m'explique, vous le savez tous, pour créer une entreprise, il faut réfléchir à sa vision et à la mission qu'on souhaite donner à cette entreprise. Donc, on a vu qu'il y avait différents points de vue, il y a, en fonction de ce que vous êtes, de qui vous êtes, et donc de vos valeurs. Et ce qui compte, c'est que les porteurs de projets prennent le temps en amont de réfléchir à ça. Et je crois que nous, les accompagnants, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans les structures d'accompagnement décrites par M. Rioux, qui sont là pour épauler les entrepreneurs, nous avons pour mission de les aider à réfléchir sur ça. Et c'est là où je vais faire un lien avec cette notion d'entrepreneuriat à impact, parce que je pense qu'en fait, c'est simplement le concept qui a un petit peu glissé. C'est-à-dire que c'est de réfléchir aux impacts de leur projet. Alors, je parle de projet, je pourrais parler d'entreprise, mais vraiment réfléchir dès le départ à quelles sont les retombées, les impacts de mon projet d'un point de vue économique, donc pour mon entreprise, mais aussi pour ma région, pour mon territoire. Quelles sont les retombées positives ou négatives pour l'environnement, entendu dans les projets présentés aujourd'hui. Quelles sont les retombées positives ou négatives d'un point de vue social, sociétal, voire même éthique. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que notre mission à nous, d'enseignants en entrepreneuriat, est d'accompagner les étudiants sur ces réflexions à la responsabilité, parce qu'après, juger leur choix, moi je considère que c'est pas notre rôle et que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et que l'entrepreneur sera armé pour faire face à certaines questions. J'ai entendu tout à l'heure dans la salle la question poil à gratter. Et on en a tous des questions poil à gratter, eh bien, les porteurs de projets seront préparés à répondre à ces questions poil à gratter parce qu'ils auront réfléchi en amont et fait leur choix en conscience et en responsabilité. C'est pour ça que moi, mes travaux de recherche m'ont amené à parler plus facilement d'entrepreneuriat responsable. Les salariés, surtout, on va dire la nouvelle génération, est en quête de sens, de valeur. Est-ce que, pour vous, Laure, vous comptez déjà des salariés, est-ce que vous avez l'impression que les valeurs que vous véhiculez avec Zeta, que votre entreprise en elle-même peut inciter, peut attirer des profils là où peut-être dans d'autres entreprises plus traditionnelles, on peinerait à recruter? Bien sûr. Et je dirais la nouvelle génération, mais pas seulement. On a eu des profils aussi un peu plus âgés et des personnes qui se sentent totalement engagées et concernées par ces enjeux socio-environnementaux.
Donc évidemment, on a de plus en plus de profils et on est très demandeurs, nous. On l'inscrit sur la fiche de poste, on ne recherche pas uniquement des personnes avec des compétences, mais surtout des personnes avec des personnalités et qui ont envie de s'engager en fait, à nos côtés. On parlait de notion de valeur, c'est très important de réussir à diffuser, à transmettre les valeurs de l'entreprise pour que les personnes qui vont intégrer l'équipe se sentent aussi concernées au quotidien. Voilà. Très bien, Guillaume Rioux, est-ce que vous partagez un petit peu cette analyse d'un point de vue régional? Est-ce que vous pensez que les entrepreneurs vont attirer les salariés par ce sens? Oui, moi je vois deux grandes matrices du travail de demain. Celle que vous venez d'évoquer, autour bien sûr des compétences, de la professionnalisation, j'en parlais tout à l'heure, du savoir-faire, mais on sent émerger vraiment les conditions du savoir-être comme un phénomène majeur. Savoir-être, c'est être capable de dégager de l'empathie à tout moment, de la considération pour autrui, bref, remettre vraiment l'altérité au cœur des dynamiques économiques qui, parfois, on peut le dire, je pense, étaient bafouées ces dernières décennies au titre de phénomènes de désir consumériste. Donc la notion collective, elle est en train de reprendre son plein sens. Ça, c'est une première matrice de pensée qui, à mon avis, est incontournable. Le savoir-être, et pas seulement dans l'entreprise d'ailleurs. Et on le voit avec tout ce qui peut se passer en termes de symboles sociétaux en ce moment. Et puis, le deuxième événement, puisque chacun a compris que cette parenthèse de société post-industrielle, essentiellement basée sur l'extraction fossile et l'extraction minière, qui permettait ce qu'on appelait autrefois le commerce au loin, est en train de se refermer. Cette parenthèse de 200 années, et vous le disiez, madame, autrefois nous utilisions le bois, le fer, le verre, tel qu'il nous était proposé par la manufacture locale. Alors, on a quand même besoin, rassurez-vous, d'innovation technologique. Chacun est très content de trouver le robot de chirurgie au CHU de Bordeaux, par exemple, pour une opération complexe. Nous avons besoin d'innovation technologique. Je ne veux surtout pas remettre ça en cause. C'est absolument pas le propos de la région, bien au contraire. Mais le deuxième phénomène est, à travers ce désir de relocalisation, on l'entend, les entrepreneurs nous disent, nous au quotidien, les jeunes, ils veulent donner du sens à travers le territoire. Rester auprès de chez eux, là où ils ont leur famille, là où il y a un sens culturel, où le territoire peut véhiculer, alors leur famille ou pas forcément, pouvoir aller s'implanter un peu plus loin, mais pas à l'autre bout du monde. Là où la culture fait sens, la culture d'une société, d'une civilisation fait sens, et s'ancrer sur le territoire, s'enraciner, j'ai envie de dire, moi en tant qu'agriculteur, c'est vraiment essentiel, s'enraciner et prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nos habitants désirent et véhiculent à travers ce désir. Voilà, donc deux grandes matrices, à mon avis, du travail de demain, l'altérité, le désir de l'autre, de soi-même, bien sûr, je vous parle tout à l'heure de sculpture de soi, mais comment avoir une relation à l'autre sans être élaboré soi-même, et puis le territoire. Je pense que ce sera les deux grandes matrices de l'économie de demain. Parfait. Alors, il nous reste quelques minutes. On va essayer de tenir les délais. Juste, peut-être aborder la question du greenwashing, du social washing. Valérie Ballereau, vous, je sais que vous parlez d'une marketisation du concept de la responsabilité. Voilà, marketisation de comment je fais pour ne pas tout saccager quand je crée une entreprise. Est-ce que il est inévitable aujourd'hui de passer par cette phase de washing pour, même si ce ne sont que des apparences, pour au final être plus vertueux derrière? Est-ce que c'est inévitable, cette phase? Alors, en fait, non, je ne crois pas que ce soit inévitable. Je pense qu'en fait, c'est un travers dans lequel il ne faut pas tomber. Les entrepreneurs qu'on a entendus tout de suite là mettent vraiment en évidence la difficulté
que représente la mise en œuvre d'un projet qui prend en compte les 3 dimensions de l'entrepreneuriat soutenable. C'est pas facile, c'est extrêmement compliqué et ça nécessite une approche systémique. Là encore, la notion de territoire sur laquelle un système Survie me paraît essentiel. Les entrepreneurs tout seuls ne peuvent rien faire. Ils ont besoin du soutien de tout l'environnement proche pour mettre en œuvre ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui avec cette mode, disons-le clairement, cette mode du vert ou de l'écolo? Eh bien, ça peut n'être qu'un seul argument marketing pour recruter de nouveaux clients. Mais c'est très facilement détectable, en fait. À nous tous d'être vigilants, à la fois en tant que client consommateur ou en tant qu'accompagnant ou en tant que porteur de projet. Porter un projet d'entrepreneuriat soutenable demande plus qu'une seule petite action, par exemple, je ne sais pas, trouver un fournisseur local parmi 25, ou refaire son packaging, ou enfin, vous connaissez tous ce qu'est le greenwashing, nous sommes tous capables de nous en rendre compte. La différence avec les entrepreneurs qui portent vraiment des projets d'entrepreneuriat à impact, c'est leur recherche permanente de cet équilibre entre les 3 dimensions de leur projet et la cohérence de ce système. Et donc, il est simple pour nous, les observateurs, de vérifier qu'une entreprise est sincère dans sa vision durable de son projet par rapport à une entreprise qui va mettre en place simplement du greenwashing. Et ce sur quoi je voulais insister sur ce point, c'est vraiment cette notion de système, de projet systémique ancré dans un environnement complexe et que ce n'est pas une seule action qui va permettre d'être soutenable, en fait. Parfait, merci. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que... Oui. Bonjour, j'avais une question pour les invités. C'était par rapport à votre question d'avant. En fait, je voulais savoir si vous étiez lancé dans l'entrepreneuriat justement parce que vous ne retrouviez pas des valeurs dans d'autres entreprises, même des petites entreprises locales, et que du coup, vous vous êtes dit, moi, je vais me lancer de mon côté un peu tout seul, quoi. Oui, c'est peut-être un peu ça, et c'est peut-être aussi, je pense, l'envie d'entreprendre. Enfin, j'ai pas forcément personnellement recherché ailleurs, et j'ai tout de suite voulu... une fois que tu as un projet en tête, en fait, tu as envie de le développer et aller jusqu'au bout. Et j'avais regardé sur quand même des sites d'annonces un petit peu tournés justement écologie, je me rappelle plus exactement des noms. Et oui, j'avais pas trouvé, ou sinon c'était soit sur Paris, des choses comme ça. Et revenir ici localement, il n'y avait pas forcément non plus trop le choix. Dans mon cas, c'était plutôt pour... Je pense qu'il y a de belles boîtes ici à Bordeaux dans lesquelles travailler, avec de jolies dimensions et de belles visions. Mais dans mon cas, j'étais plutôt drivée par un besoin de liberté et de me dire je vais créer une entreprise qui m'est propre. Et j'avais aussi ce souci j'arrive pas à savoir vers quel domaine m'orienter. Je savais que j'aimais la communication, le commerce, la logistique, et j'arrivais pas à trouver un métier qui regroupait toutes ces dimensions-là. Et c'est aussi pour ça que je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et moi, je peux peut-être répondre aussi à cette question, parce que je ne suis pas qu'un personnel politique. Je suis installé à mon compte depuis plus de 25 ans, suite à un conflit avec mon patron. Et je me suis dit, c'est plus possible, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de voler de mes propres ailes. Et parce qu'il est difficile parfois de travailler avec des personnes qui vous paraissent, sur le plan technique, parfois moins compétentes que vous. Et à un moment, il faut se réaliser. Et alors, c'est compliqué. Moi, je me suis installé à 400 km de chez moi. J'ai repris une exploitation agricole hors cadre familial avec 1000 obstacles à franchir. Mais vraiment, ça serait mon message ce matin. Tout est possible, quoi. Tout est possible, je vous assure. Si vous en avez vraiment envie, et puis aujourd'hui je pense que ça a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années, il y a tout un écosystème qui permet, un accompagnement qui permet de franchir ces obstacles plus facilement. Mais si vous avez ce désir au fond de vous, et peut-être un désir à cultiver,
Vraiment, tout est possible. Parfait, merci. Bonjour, je me permets de poser la question parce qu'on parle aussi beaucoup d'éco-anxiété de façon générale. On a bien vu que c'était aussi un poids supplémentaire parfois de prendre en compte cette dimension environnementale au sein de l'entreprise. Et je me demandais pour vous ce qu'il en était. Est-ce que c'était éventuellement pesant pour certains aspects de rajouter cette dimension-là au cœur de votre entreprise, ou est-ce que c'était un moyen de transcender l'éco-anxiété et en faisant votre part, un petit peu vous en libérer? Pour moi, ça serait la deuxième option, et ça a été vraiment moteur en fait de ce projet aussi. C'est depuis cette éco-anxiété la dépasser, la transcender, comme vous avez dit, et faire quelque chose pour apporter entre guillemets sa pierre à l'édifice et pas se sentir totalement inutile et subir entre guillemets la situation. Ça dépend des jours. Il y a des moments où on se sent un peu désespéré par ce qui se passe et on a l'impression que personne ne se rend compte de l'urgence climatique dans laquelle on est. Donc dans ces moments-là, ça fait peur. Et à côté de ça, on regarde ce qu'on fait, nous, à notre échelle, le petit impact qu'on a, et on se dit que si toutes les marques ou toutes les entreprises avaient cet impact-là, ce serait un peu plus positif. Donc ça dépend des jours. Merci. Encore une question? Oui. Merci beaucoup. Moi, c'était un petit témoignage. Alors, je ne me suis pas présentée, je suis Françoise Ballet-Blu, je suis chef d'entreprise depuis que j'ai 24 ans. Je suis toujours chef d'entreprise et je suis conseillère régionale également. C'était pour rebondir sur les propos très pertinents de Madame Ballereau, où on se posait la question sur le sens, la quête de sens des entrepreneurs, quels qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, par rapport aux valeurs environnementales. Alors, je pense que vos générations, pour vous, c'est absolument évident. J'accompagne des chefs d'entreprise de tous âges, donc je vois que c'est absolument évident. Mais on a oublié de parler de marque employeur. Et pour les entreprises un peu plus installées, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devient fondamental, parce que s'ils ne mettent pas du sens, s'ils ne mettent pas des valeurs environnementales dans leur boîte, eh ben, ils n'arrivent plus à recruter, tout simplement. Donc continuez comme ça, parce que je pense que c'est une très très bonne... et il faut rien lâcher. Et continuez à entreprendre surtout. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que finalement il y a une spécificité à être femme entrepreneur? Parce qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat au féminin. Voilà. Je pense que c'est plutôt le fait de distinguer femmes entrepreneurs et hommes entrepreneurs qui... dans mon cas, ça n'a jamais été un frein. C'est plutôt le fait d'être jeune qui en a été un, notamment quand j'ai dû aller demander à des banques des sources de financement. Mais le fait d'être une femme, ça n'a jamais été un frein. Bien au contraire, je pense qu'on met peut-être maintenant un peu plus en lumière les femmes qui entreprennent. Donc non. Moi, je suis en binôme avec mon frère qui est un garçon. Mais non, c'est pas un frein. Et au contraire, auprès de certaines populations professionnelles, par exemple du bâtiment, c'est plutôt bien vu. Enfin, vu qu'on n'a pas d'a priori, on est sur quelque chose de plat, donc non, je pense pas. Merci beaucoup.